on va aborder aujourd'hui le cours sur hypertension pulmonaire de l'enfant, et on va voir le distinguo entre hypertension pulmonaire et HTAP. Donc, on va commencer par un bref rappel embryologique pour dire que le poumon et le cœur sont complètement intriqués et que le poumon naît très prématurément. Dès J22, il va y avoir une évagination qui va partir du tube digestif primitif pour donner le futur poumon, le bourgeon pulmonaire dès J22. Et très précocement, il va y avoir une différenciation droite-gauche qui va apparaître puisque dès J26, J28, vous allez avoir la future branche souche droite et la future branche souche gauche. Et le stade embryonnaire qui survient avant 6 semaines d'aménorrhée, eh bien, lors de ce stade embryonnaire, nous avons ici notre future branche souche droite qui va d'emblée savoir qu'il va y avoir 3 lobes à droite et 2 uniquement à gauche, puisque le processus de latéralisation a débuté. Et cette progression de cellules, en fait, de cette évagination de notre tube digestif, de nos cellules entoblastiques, vont rentrer dans le tissu mésenchymateux et ces cellules mésenchymateuses vont se différencier en cellules bronchiques et les cellules bronchiques. Les cellules entoblastiques vont se différencier en cellules bronchiques et les cellules bronchiques vont induire la différenciation des cellules mésenchymateuses en futures cellules vasculaires pour que d'emblée, très précocement, chaque structure bronchique aura sa structure vasculaire attenante, puisque le but du poumon est de pouvoir assurer les échanges alvéolo-capillaires et il faut donc que le tissu aérien et le tissu vasculaire soient au contact l'un de l'autre. Et cette mise en place est extrêmement précoce avec une différenciation des cellules mésenchymateuses et tout ceci se fait grâce à l'intrication de facteurs de croissance, de facteurs hormonaux, de teneur en oxygène, de facteurs de différenciation. Et tous ces facteurs-là vont permettre cette différenciation de cellules bronchiques et mésenchymateuses en tissus aériens et vasculaires synchrones. Donc, les cellules mésenchymateuses vont pouvoir subir une division dichotomique et vont, pas les cellules mésenchymateuses, mais la présence de ces cellules mésenchymateuses et ce dialogue moléculaire va permettre aux cellules bronchiques et aux cellules vasculaires de subir les divisions qui vont aboutir à notre arbre vasculaire pulmonaire. Donc, le stade d'après, c'est entre 6 et 16 semaines, eh bien, il va y avoir une véritable différenciation du tissu respiratoire qui ressemble, et on l'appelle pseudoglandulaire, parce que les tubes bronchiques ne sont pas encore complètement ouverts et il va y avoir des espèces de cellules cubiques, comme un peu dans le pancréas ou d'autres tissus glandulaires digestifs. Eh bien, on va avoir cette structure de bronche et au contact de chaque bronche, la petite artériole qui sera présente. Et cette division, ces divisions-là vont se faire de façon dichotomique et on va aboutir, au fur et à mesure du développement embryonnaire, à un arbre vasculaire et un arbre bronchique qui sont main dans la main. Et cette différenciation subit des variations sous l'impact, là encore, de protéines de la matrice extracellulaire, du BMP-ARK, du fibroblast growth factor, PDGF, rétinoïdes. Il y a énormément de paramètres qui sont impliqués. Tous ne sont pas encore identifiés, mais il y a une vraie littérature florissante sur le sujet parce qu'on découvre au fur et à mesure tous les facteurs qui sont impliqués dans l'embryogénèse et ça a un intérêt très vif parce que lorsque l'on comprend comment le poumon se forme pendant l'embryogénèse, eh bien, on va pouvoir utiliser tous ces facteurs pour réparer un éventuel poumon malade. Donc, la différenciation épithéliale, très précocement, on va avoir des cellules ciliées, les cellules de Clara et l'innervation est présente dès 8 semaines. Ces phases du développement, donc on a vu le stade embryonnaire, le stade pseudoglandulaire, et de 15 à 25 semaines, c'est le stade canaliculaire où on va vraiment avoir les bronches souches qui vont donner naissance à des bronchioles respiratoires et à des canaux alvéolaires, puis au bout du compte, les alvéoles, mais les alvéoles, elles vont survenir beaucoup plus tardivement qu'à partir de 24-25 semaines, et c'est uniquement à partir du moment où les alvéoles sont formées qu'un bébé pourra respirer, ce qui explique que
cette avancée de néonatologie qui permet aux extrémissimes, aux prématurissimes de naître, de vivre, je veux dire, de survivre, on va dire, eh bien, c'est uniquement lorsque les alvéoles sont formés. Le développement se fait donc de façon synchrone, comme je vous le disais, entre l'arbre aérien et l'arbre vasculaire, et on va avoir différents stades, d'abord des tubes, puis ces tubes vont subir les divisions dichotomiques, puis ces divisions dichotomiques vont subir une différenciation. Cette différenciation va commencer à voir apparaître des ébauches de canaux, et au bout de ces canaux, eh bien, les alvéoles vont pouvoir se former, et il est évident qu'entre 24 et 39 ou 40 semaines, eh bien, il va y avoir une différenciation, une maturation de ces alvéoles qui vont permettre aux alvéoles d'être parfaitement fines et à la membrane alvéolo-capillaire d'être suffisamment fine pour que les échanges puissent se faire convenablement, alors qu'un prématuré à 25 semaines n'aura pas du tout ni les vaisseaux ni les alvéoles aussi matures qu'en fin de terme. Donc, la maturation vasculaire et la maturation alvéolaire se font in utero, mais on sait également que cette maturation va se poursuivre largement après la naissance. Certains disent jusqu'à 2 ans, d'autres disent jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc, il faut donner du temps et il faut donner une chance aux poumons qui n'ont pas complètement maturé et à ces nouveau-nés prématurés de pouvoir poursuivre leur maturation pulmonaire en les aidant du mieux qu'on peut. Et on va voir au cours de cet enseignement que cette maturation doit être aidée par la médecine. Donc, la différenciation pulmonaire, il y a les bronchioles, les alvéoles et la vascularisation qui se met en place. La vasculogénèse, c'est la formation des nouveaux vaisseaux à partir des angioblastes, et l'angiogénèse, c'est ces nouveaux vaisseaux qui vont pouvoir fusionner les uns avec les autres pour pouvoir former une néoangiogénèse. Le contrôle du développement, donc on a vu que ces divisions dépendent des interactions des différents compartiments du poumon, épithélial, mésenchymateux et vasculaire, grâce à un dialogue moléculaire qui va permettre à toutes ces structures de maturer de façon tout à fait synchrone et aboutir à un poumon mature et fonctionnel en fin de terme. Mais il n'y a pas que le poumon, parce que pour que le poumon puisse se développer, eh bien, il faut que tout ce qui est autour du poumon soit également bien formé. Il faut que qu'il n'y ait pas d'anomalie du squelette. Si le thorax est trop petit, eh bien, le poumon ne va pas pouvoir se développer. S'il y a une hernie diaphragmatique qui va non seulement prendre la place du poumon, mais modifier les rapports de pression entre la cage thoracique et l'abdomen, eh bien, il va y avoir un retentissement sur la formation et la maturation de ce poumon. Si on a un non-phallocèle, eh bien, là aussi, il va y avoir un déséquilibre qui va retentir sur le développement et la maturation de ces poumons. Et la quantité de liquide amniotique, la quantité d'oxygène joue également dans cette formation du poumon. Un bref rappel sur la circulation fœtale que vous avez déjà vu, j'en suis convaincue lors des cours de physiologie, mais pour parler du poumon, il faut qu'on comprenne ce qui se passe in utero. Donc, vous savez que l'oxygénation est assurée par le placenta in utero et que du coup, le débit pulmonaire pendant la vie intra-utérine est extrêmement faible, très faible en début de terme, et en fin de terme, il va atteindre peut-être 20%. Le fait est que in utero, nous avons des résistances vasculaires pulmonaires qui sont élevées. Nous avons des artérioles qui sont qui ont une lumière très réduite, et lorsque l'on regarde la circulation placentaire, eh bien, l'oxygène arrive par le biais du ductus à l'oreillette droite, et c'est grâce aux échanges au niveau du foramen ovale et du canal artériel que le sang oxygéné qui arrive du placenta à droite et non à gauche, comme en postnatal, eh bien, cet oxygène va pouvoir regagner l'aorte, soit par le biais du foramen ovale pour 1/3 du débit, qui va gagner l'aorte ascendante, et le reste du débit, les 2/3, vont gagner l'artère pulmonaire, mais ce débit qui atteint le tronc de l'artère pulmonaire a deux possibilités, soit aller dans les artères pulmonaires, mais ces artères sont toutes fermées, ont des résistances très élevées, soit aller vers le canal artériel qui, lui, est soumis aux résistances systémiques et placentaires extrêmement basses. Le sang va où il a le plus de facilité à aller, là où les résistances sont basses, et ça tombe bien,
puisque ce sang oxygéné qui arrive du placenta va pouvoir gagner l'aorte descendante par le biais du canal artériel. Donc, résistance très élevée in utero. Je vous rappelle ici les formules. La pression dépend des résistances et du débit. Le débit pulmonaire est très faible, les résistances sont élevées, les pressions sont élevées. Qu'est-ce qui va se passer à la naissance? À la naissance, eh bien, on va brutalement couper le cordon, c'est-à-dire qu'on va estimer que le bébé va devoir respirer de lui-même, ses poumons sont matures, à condition qu'il soit à terme, et qu'il va pouvoir, donc sous l'effet de ce premier cri, cette première respiration, correspond en fait à l'arrivée d'oxygène au niveau des poumons. Il y a à la fois une expansion thoracique sous l'effet de la respiration, et l'oxygène, qui est un puissant vasodilatateur, va permettre à ces artères pulmonaires de s'ouvrir brutalement. Et comme les résistances sont inversement proportionnelles au rayon élevé à la puissance 4, vous comprenez aisément qu'une artère pulmonaire qui passe du statut montré ici à gauche, in utero, en même pas 5 minutes de vie, à une artère qui s'ouvre brutalement, eh bien, on va avoir une chute brutale des résistances vasculaires pulmonaires sous l'effet de la respiration. Vous avez ici les courbes qui vous montrent la baisse des pressions pulmonaires, l'augmentation brutale du débit pulmonaire à la naissance et la chute drastique des résistances vasculaires pulmonaires sous l'effet de la respiration à la naissance, et ça grâce à une restructuration des artérioles, et on va voir comment cette artère passe du statut d'artère fœtale au statut d'artère postnatale en quelques secondes seulement, et ce qui va permettre en fait à ce débit pulmonaire de se mettre en place et à la circulation cardiaque de devenir un cœur en série et non plus avec ces communications qui existaient in utero. Donc, les artères pulmonaires, elles sont musclées en proximal, et au fur et à mesure que l'on s'éloigne du île, eh bien, on va se rapprocher des alvéoles, et forcément, ces artères, elles vont être de moins en moins musclées. Et l'idée, c'est que l'artériole au contact de l'alvéole ne doit pas avoir de parois musclées pour permettre justement le bon échange alvéolo-capillaire. Et nous voyons ici qu'une artère distale, elle doit être, c'est une coloration d'actine ici, il y a très peu de muscles, il y a une paroi monocouche, vous voyez en mauve ici la cellule endothéliale qui tapisse la lumière du vaisseau, cellule monocouche. En revanche, une artère fœtale, elle est musclée, les cellules endothéliales sont saillantes dans la lumière, vous le voyez avec la coloration d'actine en haut et une coloration d'orséine en bas. Eh bien, vous voyez bien que ces cellules endothéliales, elles sont presque en haut, là, vous voyez qu'elles obstruent pratiquement la lumière vasculaire, et quand on se souvient que les résistances sont inversement proportionnelles au diamètre et à la lumière de ce vaisseau, eh bien on comprend bien que les résistances à gauche vont être bien plus basses qu'à droite. Donc, de temps en temps, eh bien, on va être confronté à une absence de baisse des résistances vasculaires pulmonaires à la naissance. C'est ce qu'on appelle l'hypertension persistante du nouveau-né. Ça correspond à une incidence de 2 pour 1000 environ. Avant que les traitements de vasodilatateurs pulmonaires existent, c'était source d'une très forte mortalité. Aujourd'hui, nous avons un arsenal thérapeutique qui nous permet de traiter de façon quasi constante et efficace ces hypertensions persistantes du nouveau-né, qui ne sont qu'un retard de maturation de la circulation pulmonaire, et nous avons des artérioles qui restent trop musclées. On va permettre à ce bébé d'être en état, on va le ventiler, on va donner de l'oxygène, éventuellement du monoxyde d'azote, pour permettre à ces artérioles d'atteindre leur statut de maturation vasculaire, de vasodilatation, et à la circulation pulmonaire de se mettre en route. Donc, dans ces retards de maturation, on va rechercher un facteur déclenchant qu'on ne retrouve pas forcément, mais soit une inhalation mécomiale, une infection materno-fœtale, et en 3-4 jours, le problème doit être réglé, sinon on doit revoir notre diagnostic. Donc, cette circulation pulmonaire à la naissance, elle peut être soumise à une variation de débit. On a vu que de façon physiologique, le simple fait de passer de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine est en soi une très brusque variation de débit pulmonaire. À l'effort, nous devons varier notre débit pulmonaire également, et en situation pathologique, on va voir que lorsque l'on a une cardiopathie congénitale, un shunt ou un obstacle gauche, eh bien, on va pouvoir avoir aussi un retentissement sur cette adaptation de la circulation pulmonaire.
Donc, l'adaptation de la circulation pulmonaire aux variations de débit, ceux qui sont néonatologistes parmi vous ou pneumopédiatres connaissez très bien ce que l'on appelle les zones de West, c'est-à-dire que le poumon est séparé en différentes zones en fonction de l'équilibre entre la pression alvéolaire et la pression vasculaire. Et en fait, le poumon, au niveau du île, est en fait la seule portion qui, au repos, travaille, puisque au sommet du poumon, le poumon a un certain poids et le poids qui est exercé vers la traction terrestre fait qu'au sommet du poumon, les alvéoles sont extrêmement étirées. Comme les alvéoles n'ont pas une paroi musculaire, le fait qu'elles soient étirées va entraîner une élévation de la pression alvéolaire telle que cette pression alvéolaire est supérieure à la pression vasculaire et donc les vaisseaux sont fermés, c'est imagé, hein, mais ces vaisseaux sont très très peu perfusés puisque la pression alvéolaire les écrase. Dans la zone 2 de West, dans la zone 2 de West, la pression alvéolaire est un peu moins élevée, mais elle reste supérieure à la pression des veines. Donc, cette zone, même si l'artériole est censée être ouverte, comme la veine est écrasée, eh bien, il y a très peu de débit dans la zone 1 et 2 de West. En revanche, dans la zone 3 de West, c'est là où la pression alvéolaire est la plus basse et elle est inférieure à la pression artériolaire et à la pression vénulaire, si bien que dans cette zone 3 de West, on a toute notre circulation pulmonaire lorsqu'on est au repos, alors que lorsqu'on va faire un effort, on va recruter des zones. On imagine bien que si brutalement on est amené à courir et à augmenter notre débit cardiaque et notre débit pulmonaire, eh bien, on va augmenter notre retour veineux, on va augmenter la pression dans les veines pulmonaires et on va recruter, ouvrir la zone 2, voire la zone 1 de West. Cette physiologie se traduit à la radio par une redistribution vasculaire vers les sommets. Quand on parle d'une vascularisation, d'une hypervascularisation à la radio de thorax, eh bien, ça correspond en fait au recrutement de ces territoires qui normalement ne le sont pas. Une radio au repos chez un sujet qui a un débit normal et un cœur normal, eh bien, on ne voit pas la vascularisation au niveau des sommets. L'autre phénomène qui est impliqué dans l'adaptation de la circulation pulmonaire à une augmentation de débit, c'est la fonction endothéliale. On sait que l'endothélium vasculaire est très impliqué dans la régulation du tonus, sous l'effet des forces de cisaillement, sous l'effet de facteurs vaso-humoraux, et on a en permanence un état d'entropie. En physiologie, on est toujours en équilibre entre vasodilatation et vasoconstriction en fonction de nos besoins. Vous écoutez ce cours, vous avez un débit pulmonaire normal, vous n'avez aucune raison de vasodilater votre secteur vasculaire pulmonaire. En revanche, si vous allez faire un effort, eh bien, vous allez activer la cellule endothéliale qui est aux premières loges, la lumière vasculaire étant ici. Dès que vous allez avoir une stimulation, vous augmentez votre débit pulmonaire, la cellule endothéliale, elle se dit « Ah tiens, il y a une augmentation du débit pulmonaire ici, il faut absolument que je régule mon tonus, parce que si j'augmente mon débit, je vous rappelle delta P égale R fois Q, il n'est pas question chaque fois que je fais un effort d'augmenter mes pressions pulmonaires. Donc chaque fois que je fais un effort, j'augmente mon débit, je dois diminuer mes résistances pour essayer de maintenir une pression constante. Donc lorsque ma cellule endothéliale sent que mes forces de cisaillement augmentent, elle va mettre en jeu le processus de vasodilatation par le biais du monoxyde d'azote, par le biais des prostacyclines, par le biais du facteur hyperpolarisant qui fait activer des canaux potassiques. Donc, lorsque j'ai besoin de vasodilater, je vais activer tout ce qui est en vert. Lorsque je reviens à mon état de base, si je vasodilate, il faut que je sois capable de vasoconstricter et la cellule endothéliale est capable de libérer une substance vasoconstrictrice, l'endothéline, qui va conduire à un rééquilibrage de notre débit pulmonaire. Donc en physiologie, on a un équilibre permanent. Dès qu'on rentre dans la pathologie, on va toujours aller dans le sens de la vasoconstriction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cellule endothéliale joue un rôle de garde-fou sur la cellule musculaire lisse. Une cellule musculaire lisse, elle ne pense qu'à une chose, c'est se contracter. Donc la cellule endothéliale, elle est là pour dire « tu te contracteras lorsqu'on en aura besoin ». Et donc, elle joue un rôle de garant de l'équilibre du débit pulmonaire et des pressions pulmonaires, mais dès que cette cellule endothéliale elle ne fonctionne plus, la cellule musculaire lisse, elle
est toute heureuse et elle peut enfin se contracter à volonté. Et il faut savoir que beaucoup de substances qui sont vasodilatatrices, qui sont connues pour être vasodilatatrices, eh bien, elles sont vasodilatatrices par le biais des vasodilatateurs endothéliaux. Et si la cellule endothéliale est défaillante, ces mêmes molécules que l'on pense être vasodilatatrices vont être vasoconstrictrices en agissant directement sur la cellule musculaire lisse. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours très prudent et on dit attention lors de l'utilisation de n'importe quelle drogue chez un patient qui a de l'hypertension pulmonaire et notamment les drogues anesthésiantes. Et c'est la raison pour laquelle on est très vigilant et qu'on ne fait jamais d'anesthésie en dehors d'un secteur ou d'un service qui a l'habitude de gérer les hypertensions pulmonaires pour connaître justement toutes ces petites particularités et toutes ces petites interactions qui peuvent exister tant au niveau thérapeutique qu'au niveau physiopathologique. Donc, on va aborder maintenant l'hypertension pulmonaire avec sa définition et la nouvelle définition qui a été, vous savez qu'il y a un congrès mondial, un symposium mondial d'hypertension pulmonaire qui se réunit tous les 5 ans et le dernier s'est tenu en 2018 et la révision de la définition de l'hypertension pulmonaire a été diminuée de 25 mm de mercure à 20 mm de mercure de pression artérielle pulmonaire moyenne, mais dans certaines circonstances seulement. Donc, la définition de l'hypertension pulmonaire, c'est 20 ou 25 selon les situations. Ça se calcule par les formules que vous avez déjà vues. Et je vous ai rappelé la formule des résistances vasculaires pulmonaires, 8 êta-L sur πr4. État étant le facteur de viscosité, la longueur du vaisseau et le rayon. Donc, on comprend qu'avec la multitude de vaisseaux qu'il y a dans un poumon, il y a des milliers d'artérioles et donc on va pouvoir avoir, c'est un organe qui est extrêmement sensible aux variabilités de tension et de débit, je veux dire, et c'est le seul organe à devoir assumer 100% du débit. Lorsqu'on fait un effort, on va répartir notre débit dans différents organes. Le poumon, lui, il doit absolument assumer les 100% du débit cardiaque. Donc, lorsque je passe de 5 litres minute à 30 litres minute, il faut que le poumon soit capable d'absorber cet hyperdébit sans pour autant augmenter ses pressions pulmonaires grâce à l'adaptation des résistances. L'hypertension pulmonaire, le gold standard, c'est bien entendu le caté au moment du diagnostic, mais on sait, nous tous, cardiopédiatres, qu'on sait établir et mesurer des pressions pulmonaires de façon tout à fait fiable avec l'échocardiographie. Donc, quand est-ce qu'on va avoir des pressions élevées? Le poumon, donc on a dit, il y a une multitude de vaisseaux et de capillaires au sein du parenchyme pulmonaire, mais on va avoir une hypertension soit parce qu'on va avoir un débit trop élevé, c'est le cas des cardiopathies avec un shunt gauche-droite, donc à l'entrée, il y a trop de sang qui arrive dans ce poumon, ou alors il n'y a pas de sang qui peut sortir du poumon parce que la voie de sortie est bloquée, les veines pulmonaires ont des pressions trop élevées pour que ça puisse circuler convenablement et tout ce qui va bloquer la sortie du poumon, tout ce qui va élever les pressions dans les veines pulmonaires va obligatoirement retentir sur les capillaires pulmonaires et sur l'artère pulmonaire puisqu'il n'y a pas de valve entre l'oreillette gauche et l'artère pulmonaire, notamment en diastole. Donc, en systole, on éjecte tout notre débit dans l'artère pulmonaire, ça va aller diffuser dans nos capillaires, dans nos veines pulmonaires, dans notre oreillette gauche, et lorsque en diastole, dans le ventricule gauche. On va revoir tout ça. Donc, la classification de l'hypertension pulmonaire, il y a ce qu'on appelle le groupe 1, et c'est à proprement parler l'HTAP, c'est-à-dire hypertension artérielle pulmonaire. Sous-entendu, on a une atteinte intrinsèque des artérioles pulmonaires et des capillaires, et je vous ai noté là toute la classification, la nouvelle classification, donc idiopathique, familiale ou héritable, induite par les drogues. Les pourcentages que vous voyez ici sont les pourcentages dans la population adulte. Vous allez voir que dans la population pédiatrique, il en est tout autre. Association aux maladies de tissu conjonctif, plutôt des maladies de système, lupus, connectivite, sclérodermie. HIV, on en voit beaucoup moins depuis que l'HIV est traité. L'hypertension portale, les cardiopathies congénitales, 10% dans la population adulte, plus de la moitié dans la population pédiatrique. Alors, on a mis un nouveau groupe qui sont les répondeurs aux inhibiteurs calciques qu'on va revoir, la maladie véno-occlusive et à part l'hypertension persistante du nouveau-né. Je vous ai dit, moi, que l'hypertension persistante du nouveau-né était un simple retard de maturation. Donc,
Il est mis dans l'hypertension pulmonaire parce que ça correspond à un grand nombre de patients, mais néanmoins, ce n'est pas une vraie maladie de l'artériole, c'est juste un retard de maturation. Là, le groupe 2, c'est l'hypertension pulmonaire, ce qu'on appelle, nous, l'HTAP post-capillaire. Les cardiologues ont l'habitude de parler d'HTAP post-capillaire. C'est en fait l'hypertension qui retentit sur l'artère pulmonaire par augmentation des pressions dans l'oreillette gauche. Et on va le revoir par la suite. Le groupe 3, c'est l'hypertension des maladies respiratoires chroniques. On va voir que dans la population pédiatrique, les prématurés et la bronchodysplasie augmentent considérablement dans les nouvelles cohortes. L'hypertension persistante, l'hypertension du groupe 4, ce sont les cœurs pulmonaires chroniques post-emboliques de la population adulte. Chez l'enfant, nous avons très peu d'embolie pulmonaire, mais peut-être que le poumon d'un enfant réagit mieux à l'embolie pulmonaire et a très peu de signes cliniques, parce que sur les biopsies pulmonaires, on voit de temps en temps des thrombies alors qu'il n'y a eu aucun signe clinique d'embolie pulmonaire. Et le groupe 5, c'est tout ce qui n'est ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Vous voyez qu'il y a des sous-groupes, hein, c'est extrêmement complexe, notamment en pédiatrie. En pédiatrie, il y a toutes ces cardiopathies congénitales, il y a 4 groupes. Les atteintes plus complexes chez l'enfant avec à la fois des précapillaires, postcapillaires, les anomalies du développement, les hernies diaphragmatiques. Donc, le groupe, dans la population pédiatrique, je vous ai mis en rouge tout ce qu'on pouvait rencontrer. Donc, chez l'enfant, avec cette classification de Dana Point ou de Nice, eh bien souvent, on est un peu gêné parce que, par exemple, dans un syndrome de Sinter, on va avoir une CIA que l'on est censé classer dans le groupe 1 et une sténose des veines pulmonaires dans le groupe 2, une hypoplasie pulmonaire groupe 3, un grand prématuré avec bronchodysplasie, c'est plutôt le groupe 3, mais souvent, il a une persistance d'un canal artériel qui peut éventuellement chanter. Donc, c'est groupe 1, mais il peut aussi avoir une sténose des veines pulmonaires. Dans la trisomie, on a la cardiopathie, mais aussi parfois la pathologie mitrale et puis l'apnée du sommeil. Donc, vous voyez que chez l'enfant, il n'est pas aussi aisé que chez l'adulte de faire cette classification. Et certains pédiatres ont voulu établir une classification qui était propre. Cette classification, certes, elle est beaucoup plus complète. Elle répond effectivement plus à notre problématique pédiatrique. Dans ces 10 groupes, on a à peu près toutes les pathologies qu'on rencontre, mais néanmoins, il y a 109 sous-catégories. Et surtout, le gros inconvénient à utiliser une classification pédiatrique et une classification adulte, c'est que, fort heureusement, nos enfants aujourd'hui sont traités et atteignent la population et l'âge adulte, adolescent et adulte même. Et donc, il faut absolument qu'on parle le même langage pour la transition, mais aussi pour tous les essais cliniques qui sont faits. Et il ne faut pas que la population pédiatrique sorte du groupe hypertension pulmonaire, sinon on ne pourra pas avancer en termes de recherche, en termes de prise en charge, en termes de suivi. Donc, chez l'enfant, les causes d'hypertension pulmonaire, il y a l'hypertension persistante du nouveau-né, il y a les cardiopathies congénitales par augmentation de débit ou par anomalie des obstacles du retour veineux pulmonaire. Donc, et quand on n'a aucune cause, eh bien, retrouvée, il s'agit d'une hypertension artérielle pulmonaire dite idiopathique, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte intrinsèque des artérioles pulmonaires sans qu'on ait retrouvé aucune cause pour l'expliquer. Donc, dans notre expérience de Necker, vous voyez qu'en bleu, ce sont les chimps, donc les cardiopathies congénitales sont prédominantes, mais on a de plus en plus de pathologies du groupe 2, du groupe 3, pardon, excusez-moi, le groupe 2 est très peu représenté, mais le groupe 3, les cardiopathies, les pneumopathies chroniques, bronchodysplasie, hernie de coupole diaphragmatique, tous ces enfants-là sont traités de plus en plus efficacement sur leur pathologie principale, mais en revanche, le retentissement sur le poumon, même si on sait mieux les ventiler, même si on sait mieux les faire survivre, ces enfants-là, eh bien, beaucoup vont développer une pathologie respiratoire chronique et il est très important de prendre en charge très précocement cette pathologie pour donner toute la chance, comme je le disais en préambule, au poumon de poursuivre sa maturation. Donc, en bleu, les chimps, donc beaucoup de cardiopathie congénitale chez les petits, idiopathique quand même dans environ 30% des cas, on ne retrouve aucune cause. Et comme je vous le disais, le groupe 3, eh bien, dans le groupe néerlandais, c'est 44% de leur population. Nous, c'est 12 à 13%, mais certainement
que cette population augmente et ces derniers temps, on a de plus en plus de demandes de prise en charge d'hypertension pulmonaire chez des enfants qui ont une hypertension pulmonaire associée à une pathologie respiratoire, une atteinte pulmonaire, notamment la bronchodysplasie. Et surtout, on apprend à les dépister tôt, alors qu'avant, on récupérait ces enfants une fois qu'ils étaient sortis de l'hôpital et ils avaient une symptomatologie respiratoire et on découvrait l'HTAP tardivement. Aujourd'hui, ça fait partie du dépistage et on doit absolument le faire. Donc, chez un nouveau-né, en pratique, lorsque un nouveau-né vous est adressé pour cyanose réfractaire ou hypertension pulmonaire d'emblée, vous allez en premier lieu éliminer une cardiopathie congénitale. Soit vous trouvez un shunt et vous avez l'explication à votre hypertension pulmonaire, soit il n'y a pas de shunt, vous allez absolument penser au retour veineux pulmonaire anormal total, qui n'est pas un diagnostic facile et il faut absolument le rechercher activement. Si le cœur est d'architecture normale, si c'est un nouveau-né, vous allez vous dire, on espère que c'est une hypertension persistante du nouveau-né, on va le ventiler, on va lui donner du monoxyde d'azote et en quelques jours, ça va être résolutif. Mais si ça n'est pas le cas, c'est que malheureusement, on entre dans une HTAP idiopathique ou une anomalie du développement pulmonaire. Et s'il y a une pathologie respiratoire connue, on est face au groupe 3. Lorsque l'on a une HTAP réfractaire au traitement, donc il ne s'agit pas d'une hypertension persistante du nouveau-né, on a fait tout ce qu'il fallait, on a donné de l'oxygène, on l'a ventilé, on a donné du monoxyde d'azote, on a éventuellement donné d'autres traitements vasodilatateurs pulmonaires et cette hypertension pulmonaire persiste. Au bout d'une semaine, on va se dire, il a une hypertension sévère, on n'arrive pas à s'en sortir, attention, il peut s'agir d'une anomalie de développement pulmonaire, d'une dysplasie alvéolo-capillaire ou d'une HTAP idiopathique débutante à révélation néonatale. Et on a tendance, nous, à faire une biopsie pulmonaire précocement, justement pour ne pas poursuivre une réanimation pendant des semaines, voire des mois, pour finalement aboutir au décès de l'enfant, alors qu'on s'aperçoit sur le prélèvement post-mortem du poumon qu'il y avait une anomalie sévère du développement et dont on peut savoir dès le départ qu'on n'aura aucune issue favorable possible. Donc, cette biopsie pulmonaire a l'intérêt de montrer soit on a une hypertrophie isolée de la média, comme on voit ici, avec une couche intimale parfaitement préservée. À ce moment-là, il s'agit d'une hypertension persistante du nouveau-né de cause qui persiste un petit peu plus longtemps que la normale et on va dire il faut poursuivre la réanimation parce qu'il n'y a pas de lésion vasculaire sévère et que cet enfant a, pour une raison que l'on ignore, une hypertrophie, une persistance de circulation type fétale un peu trop longtemps et on va se donner du temps. En revanche, si on est face à des lésions intimales extrêmement sévères qui réduisent la lumière vasculaire, il s'agit d'une HTAP idiopathique, mais de révélation néonatale, dont on sait que l'évolution va être forcément progressive, on n'a pas de traitement efficace, et ces artérioles petit à petit vont se fermer et aboutir à une HTAP extrêmement sévère. Soit on est face à une dysplasie alvéolo-capillaire, c'est-à-dire une anomalie architecturale du poumon. On a ici une bronchiole, on a les artérioles, mais on a aussi des veines, alors que les veines n'ont rien à faire à cet endroit-là. Eh bien, il s'agit d'une dysplasie alvéolo-capillaire avec malalignement des veines pulmonaires dont on sait que l'évolution est dramatique. Et si on a une maladie véno-occlusive, évolution également extrêmement dramatique. Donc, si on est d'emblée chez un enfant d'une semaine de vie avec des lésions vasculaires pulmonaires très sévères, il faut arrêter la réanimation parce qu'on sait très bien qu'on ne parviendra pas à améliorer la situation. Maintenant, si on est face à une cardiopathie congénitale, si on a une cardiopathie congénitale, il y a deux modes d'hypertension pulmonaire, soit qu'il y a trop de sang qui arrive dans les poumons, hyperdébit, donc groupe 1 avec cardiopathie congénitale et shunt, ou alors cardiopathie qui touche le cœur gauche et qui retentit sur les veines pulmonaires qui ont des pressions trop élevées. Dans ce cas, si c'est une cardiopathie gauche, eh bien, toute élévation, tout ce qui va élever les pressions dans mes veines pulmonaires, qu'il s'agisse d'une élévation des pressions de remplissage par une cardiopathie gauche hypertrophique ou un obstacle sur l'aorte, tout ce qui va élever mes pressions de remplissage ventriculaire gauche, tout ce qui va retentir sur mes pressions auriculaires gauche, qu'il s'agisse d'un rétrécissement mitral, d'une élévation des pressions de remplissage, d'une fuite mitrale massive, tout ce qui va élever ma pression dans les veines pulmonaires, sténose congénitale des veines pulmonaires ou retour veineux pulmonaire anormal total, toute élévation de pression dans les veines pulmonaires va obligatoirement retentir sur mes capillaires
et mon artère pulmonaire. Mais en aucun cas, il ne s'agit d'une maladie de l'artère pulmonaire. C'est un retentissement sur des artères pulmonaires saines qui ont une couche intimale normale, mais comme la pression augmente, la paroi réagit par une hypertrophie de la média. Donc, si je fais une biopsie pulmonaire, je ne vais jamais trouver de lésion intimale. Donc, ce sont toujours des HTAP réversibles, mais néanmoins, ce sont des artères très musclées. Donc, lorsque l'on opère un enfant qui a un retour veineux pulmonaire anormal total ou un rétrécissement mitral, eh bien, on va avoir des crises potentielles d'HTAP dans le post-opératoire puisqu'ils ont des artérioles musclées. Ce sont des artérioles qui vont être très réactives. Si on fait une aspiration un peu brutale, si le patient est mal ventilé, s'il a une infection pulmonaire post-opératoire, il va faire des authentiques crises d'HTAP, mais ces crises d'HTAP pourront toujours être jugulées avec un traitement adapté parce que ces artérioles ne sont pas bouchées, elles n'ont pas de fibrose intimale, elles ont une réactivité persistante. En revanche, lorsque l'on a un shunt gauche-droite, qu'il s'agisse d'une CIA, d'une CIV, d'un canal artériel, d'une fenêtre ou d'un tronc, eh bien, plus le débit va être élevé, plus le shunt et les forces de cisaillement vont être importantes et plus l'artère pulmonaire va réagir par une hypertension plus ou moins sévère. Donc, on va avoir une redistribution dans un shunt, on va recruter nos territoires qui ne l'étaient pas, et pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, les alvéoles, c'est comme un ressort, comme il y a un poids, en haut, la pression est élevée, et bien si j'ai un hyperdébit, je vais augmenter ma pression d'abord dans mes veines pulmonaires, puis dans mes artères pulmonaires, et je vais avoir une redistribution et une hypervascularisation pulmonaire. Donc, lorsque j'ai un débit augmenté, qu'est-ce qui se passe? Mon artère pulmonaire, elle est saine, j'ai des cellules endothéliales qui sont toutes fines ici, qui tapissent ma lumière vasculaire. Mes cellules endothéliales, elles sentent que le QP augmente, eh bien, elles vont tout de suite augmenter leur sécrétion de substances vasodilatatrices. Et comme mes substances vasodilatatrices, au premier rang desquelles le monoxyde d'azote, eh bien, ces substances vasodilatatrices, elles jouent sur les cellules musculaires lisses en libérant du GMP cyclique et donc effet vasorelaxant, mais elles ont aussi un effet anti-agrégant plaquettaire et un effet antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses. Donc, mes cellules endothéliales, elles ont un rôle capital sur la régulation et sur le fait que lorsque j'ai un hyperdébit pulmonaire dans une CIA, une CIV, un canal, eh bien, je vais dans un premier temps adapter mon artère pulmonaire à cet hyperdébit. Donc, mais plus je vais abîmer, plus il faut bien comprendre que le flux il vient taper sur l'artère pulmonaire et à terme, il risque d'abîmer cette cellule endothéliale qui, elle, cherche à s'adapter. Si j'ai un large canal ou un tronc artériel commun, vous comprenez aisément que je vais avoir une élévation des pressions pulmonaires obligatoire. C'est obligatoire, ça c'est les lois de la physique. Je n'ai rien pour jouer un rôle de tampon. Donc, si j'ai une fenêtre aortopulmonaire comme ici, je vais obligatoirement avoir une pression systémique dans mon artère pulmonaire. Donc, si j'ai une pression systémique dans mon artère pulmonaire, eh bien, l'artère pulmonaire, elle va réagir en s'hypertrophiant pour lutter contre cette tension pariétale. Donc, dans un premier temps, mon débit augmente. Je vais activer ma cellule endothéliale. Je vais vasodilater pour baisser mes résistances vasculaires pulmonaires. Mais comme la pression augmente dans mon artère pulmonaire, soit à terme, soit d'emblée lorsque le shunt est proche de l'artère pulmonaire, eh bien, je vais jouer sur ma tension pariétale parce que la tension pariétale doit être maintenue constante. Donc, si ma pression augmente, j'augmente mon épaisseur pariétale pour limiter ma tension pariétale et préserver mon vaisseau. Mais à terme, au bout d'un moment, la cellule endothéliale, elle va dire, écoutez les gars, moi, ça fait des mois que vous me laissez travailler comme ça en sur-régime, je ne peux plus. Et la cellule endothéliale va finir par s'altérer et on n'aura plus ce mécanisme d'adaptation et on va avoir une prolifération intimale qui va venir obstruer la lumière vasculaire. Donc, tant que ma cellule endothéliale fonctionne, parfait, tout est bien contrôlé, la situation est comme elle est montrée sur l'artère pulmonaire de gauche, mais une fois que ma cellule endothéliale est défaillante, eh bien, je n'ai plus mon effet anti-agrégant plaquettaire, mes plaquettes viennent s'agréger sur ma lésion endothéliale, je vais avoir un espèce de clou plaquettaire ici et la sécrétion de substances fibrosantes, mes cellules musculaires lisses vont proliférer et petit à petit, je vais avoir une obstruction
et de ma lumière vasculaire. Et tous ces process-là, il y a les cellules inflammatoires, les plaquettes, les fibroblastes qui vont migrer. Il va y avoir une perte, la barrière endothéliale va être complètement déstructurée et on va avoir la migration de substances qui vont former de la fibrose intimale et il va y avoir une infiltration de cellules inflammatoires au niveau de la paroi vasculaire et une modification du phénotype avec des myofibroblastes qui vont migrer. Le fait est que lorsque vous allez regarder vos artères pulmonaires sur la biopsie, eh bien, soit vous êtes face à une HTAP réversible, comme on l'a dit tout à l'heure, des cellules endothéliales qui sont certes saillantes, mais préservées, sans fibrose, une média qui est hypertrophiée avec des cellules, et vous regardez comment ces cellules sont organisées, elles encerclent le vaisseau, donc dès qu'on a un tout petit stimulus, on comprend que ces artérioles soient extrêmement réactives, et une fois que la fibrose intimale s'installe, que les myofibroblastes viennent se proliférer dans la lumière, et bien là, c'est terminé, on est dans un processus boule de neige qui va aboutir à une obstruction progressive du vaisseau jusqu'à une obstruction complète avec des lumières de reperméabilisation, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite. La frontière, elle est très floue, c'est-à-dire que nous, cardiopédiatres, notre hantise, c'est de laisser un shunt évoluer vers une HTAP irréversible. C'est la raison pour laquelle on doit être préventif et tout shunt important doit être fermé pour éviter l'évolution vers une HTAP fixée. Néanmoins, on sait aussi que certains shunts vont se fermer tout seuls, donc il ne faut pas non plus se précipiter, mais il faut savoir justement apprécier la persistance d'un hyperdébit pulmonaire. Et tant qu'il y a un hyperdébit pulmonaire, c'est que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses et que notre poumon a toujours cette structure d'éponge végétale avec une capacité d'absorption de l'hyperdébit sans pour autant déborder. Si en revanche mon poumon est complètement obstrué, comme ici, eh bien, vous êtes face à un mur de béton et le ventricule droit qui est censé augmenter le débit sous l'effet d'un effort ne peut pas le faire puisque les artérioles ne sont plus réactives, ne peuvent plus s'ouvrir et elles sont au contraire complètement obstruées, ce qui explique l'essoufflement et la mauvaise adaptation à l'effort et le risque surtout de défaillance ventriculaire droite dont meurent ces patients. Donc l'intérêt de la biopsie pulmonaire, c'est de quantifier ce remodelage, mais le remodelage, il est évidemment très très tardif, c'est-à-dire que vous avez laissé évoluer une situation telle que les lésions vasculaires vont aboutir aux lésions que je viens de vous montrer, mais l'intérêt de la biopsie, c'est surtout, ça a été de montrer des facteurs d'irréversibilité plus fins qui pourraient nous être utiles, et c'est en regardant les biopsies pulmonaires d'enfants qui ont été opérés et qui ont normalisé leur pression pulmonaire, colonne de gauche, par rapport aux enfants qui ont été opérés en pensant qu'on pouvait encore fermer le shunt, mais qui ont évolué défavorablement, qui ont continué à évoluer vers une HTAP, et on comprend pourquoi ils ont continué à évoluer vers la HTAP, eh bien, c'est que ces enfants avaient des lésions intimales avec de la fibrose obstructive, et surtout, on a vu qu'en faisant des immunomarquages, que c'est les patients qui avaient de l'HTAP fixée exprimaient un facteur de résistance à l'apoptose. Vous savez que l'apoptose est un facteur de protection et lorsque l'on résiste à l'apoptose, eh bien, c'est le principe des cellules tumorales qui vont proliférer indépendamment de tout contrôle et qui vont aboutir à une obstruction complète de la lumière vasculaire et à éventuellement des lésions plexiformes qui sont le stade ultime de l'HTAP. Donc, selon la cardiopathie, on sait que cette évolution vers l'HTAP fixée est plus ou moins précoce et on sait que dans une CIA, on est beaucoup moins pressé que dans une CIV avec, transport avec CIV ou dans un CAV ou dans une fenêtre aortopulmonaire. Mais néanmoins, on sait aussi qu'il peut y avoir une susceptibilité individuelle et probablement certains facteurs génétiques qui expliquent le fait que certaines CIA vont développer une HTAP dès 2 ans de vie, alors que certains adultes sont retrouvés avec des CIV avec des résistances encore basses. C'est beaucoup plus rare, bien sûr, mais il y a des cas exceptionnels qu'on ne comprend pas, probablement parce qu'on n'a pas encore compris le mécanisme complet et la génétique de l'HTAP. Donc, la génétique, dans les années 2000, on a découvert un gène, le BMPR2, qui est donc une mutation du récepteur 2 de la protéine bone morphogénique protéine, qui est un récepteur de type 2 des TGF-bêta.
70% des HTAP familiales ont cette mutation, mais parfois on la trouve aussi sur un cas, premier cas dans la famille d'HTAP. D'autres gènes ont été identifiés et vraiment la génétique avance à très très grands pas ces dernières années puisqu'on a pu identifier des gènes au cours de vous voyez, le deuxième congrès en 98 et on a commencé à voir le BMP dans les années 2000 et là on trouve de plus en plus de gènes. On a identifié le gène de la maladie véno-occlusive. Chez l'enfant, on trouve des mutations des récepteurs potassiques, une mutation de TBOX4 qui touchent particulièrement la population pédiatrique. Et l'idée, c'est qu'il y a probablement un terrain génétique qui prédispose à l'hypertension pulmonaire. Et lorsqu'on rajoute un événement à ces hyper susceptibles, eh bien, ils vont développer de l'hypertension pulmonaire, ce qui explique que les anorexigènes vont entraîner de l'hypertension, fort heureusement pas chez 100% des patients qui les prennent, mais uniquement chez un faible pourcentage, toutefois avec un effet extrêmement délétère. Donc, le lien entre BMPR2 et vaisseau pulmonaire, eh bien, on s'aperçoit que la protéine BMP, elle a un rôle très similaire de ceux qu'on a vus avec le NO et tous les vasodilatateurs, c'est-à-dire que le BMP agit aussi comme effet paracrine antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses, effet pro-apoptotique sur les cellules endothéliales, et sur la survie des cellules endothéliales et pro-apoptotique sur les cellules musculaires lisses. Donc, si on a une déficience de ce récepteur, eh bien, cet effet protecteur de la molécule BMP ne peut pas s'exercer et on va avoir l'effet prolifératif, comme on l'a vu dans les cardiopathies congénitales. Donc, la séquence évolutive, nous, avec nos cardiopathies congénitales, on a un modèle d'HTAP que n'ont pas les patients, les médecins qui s'occupent d'HTAP idiopathique. Nous, on a vraiment un modèle expérimental de développement de l'hypertension pulmonaire et on s'est aperçu que les patients qui ont un hyperdébit, eh bien, dans un premier temps, on va avoir ce shear stress qui va retentir sur la paroi et la média de nos artères pulmonaires. Ensuite, il va y avoir une entrée en apoptose des cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses vont proliférer pour limiter la tension pariétale. Si on supprime le shunt, on va avoir une guérison immédiate. Si en revanche, le shunt n'est pas fermé à temps, eh bien, la cellule endothéliale, elle va développer une résistance à l'apoptose et elle va proliférer comme dans les processus tumoraux et on va passer du statut d'HTAP réversible à HTAP irréversible avec une prolifération progressive de ces cellules résistantes à l'apoptose. Donc, la biopsie, c'est un geste très agressif et comme on a trouvé ce petit facteur BCL2, on a espéré pouvoir le retrouver dans la cellule circulante, dans la circulation périphérique, puisque ces cellules endothéliales malades se détachent et on a la possibilité de mesurer les cellules endothéliales. Ces cellules endothéliales, donc malades, vont se détacher de la couche endothéliale et passer dans la lumière. Les progéniteurs endothéliaux qui viennent de la moelle osseuse ont des vertus réparatrices. Donc, quand notre cellule endothéliale s'abîme, normalement, nos progéniteurs endothéliaux sont capables de réparer ces cellules endothéliales à condition de ne pas être dans un processus d'irréversibilité. Et lorsque l'on a regardé le taux de cellules endothéliales circulantes, eh bien, on s'aperçoit que les patients qui ont une HTAP irréversible ou idiopathique ont un taux de cellules endothéliales circulantes nettement supérieur au contrôle aux HTAP réversibles. Donc, ça nous permet de les suivre, de faire un dépistage au moment où on découvre une HTAP chez un enfant qui a un hyperdébit. On voit un enfant qui arrive tardivement avec une CIV, on n'arrive pas à savoir s'il a une HTAP fixée ou pas, eh bien, on va bien sûr regarder à l'écho s'il y a des signes de débit, on va faire la radio de thorax pour voir si on a un hyperdébit aussi, et cliniquement aussi, hein, et on va absolument faire tout. Nous, notre mission de cardiopédiatre, c'est d'éviter l'évolution, bien évidemment, vers cette HTAP fixée, et c'est la raison pour laquelle on va fermer les larges CIV avant l'âge de 6 mois pour éviter cette évolution. Pourquoi est-ce que le diagnostic d'hypertension est tardif? C'est qu'il n'y a rien de spécifique dans cette hypertension pulmonaire. Il y a des douleurs thoraciques par atteinte, par compression par un angor, par compression des artères coronaires ou par hypertrophie du VD qui est mal oxygéné. L'auscultation va retrouver un B2 claqué pulmonaire, mais c'est rarement par le B2 claqué qu'on fait un diagnostic d'hypertension pulmonaire.
S'il y a une cardiopathie sous-jacente, eh bien entendu, c'est par le biais de la cardiopathie qu'on va faire le diagnostic d'hypertension. L'électrocardiogramme, quand il n'y a pas de cardiopathie, on a juste une surcharge ventriculaire droite isolée, mais qui fait un électrocardiogramme aujourd'hui? La radio de thorax, eh bien, elle va dépendre, bien entendu. S'il y a une cardiopathie avec un hyperdébit, eh bien, on va avoir une vascularisation périphérique riche et une artère pulmonaire dilatée. Si en revanche on est face à une HTAP idiopathique, la radio est assez parlante parce que on a un petit cœur, une hypovascularisation et une artère pulmonaire, donc un arc moyen convexe. Donc voilà ici une radio d'hypertension pulmonaire avec de grosses artères pulmonaires, un gros arc moyen bien convexe lié à la dilatation de l'artère pulmonaire et une vascularisation pauvre en périphérie. En revanche, ici, on a un arc moyen convexe, mais un gros cœur de gauche, une oreillette, vous voyez ici le double contour d'une grosse oreillette gauche, une grosse oreillette droite, et une hypervascularisation. Donc, le diagnostic d'hypertension, bien évidemment, il est posé par l'échographie. L'échographie est un examen fondamental qui nous permet à la fois de mesurer les pressions pulmonaires et de voir s'il y a ou non une cardiopathie associée. Donc, étude anatomique, est-ce que j'ai un shunt? Comment est mon cœur gauche? Est-ce qu'il est dilaté? Est-ce que mes veines pulmonaires sont en place? Donc, bien entendu, l'analyse anatomique. Et ensuite, à l'écho, on va regarder les signes d'hypertension pulmonaire, les signes indirects, un VD hypertrophié, une courbure septale aplatie, voire inversée, selon le degré d'hyperpression dans ce ventricule droit. Et on va pouvoir mesurer de façon très fiable la PAP systolique sur la vélocité de la fuite tricuspide, la PAP diastolique et la PAP moyenne sur la vélocité de la fuite pulmonaire en protodiastole pour la diastolique, en protodiastole pour la PAP moyenne et en télédiastole pour la PAP diastolique. On trouve quasiment toujours une fuite pulmonaire. Il faut vraiment s'efforcer de la trouver parce qu'il est exceptionnel de ne pas avoir de fuite pulmonaire, surtout lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire. L'écho va nous permettre aussi d'estimer le QP sur QS. Je vous ai rappelé ici les formules, mais bon, vous avez déjà vu l'écho. Je ne vais pas m'étendre sur les paramètres échocardiographiques. Le cathé, il est indispensable au moment du diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on fait un cathé? Ce n'est pas pour mesurer les pressions pulmonaires. Les pressions pulmonaires, on les a de façon très fiable avec l'échographie. En revanche, le cathé va nous permettre de mesurer les résistances vasculaires pulmonaires et va nous permettre surtout d'effectuer des tests pharmacodynamiques pour vérifier si on est face à une HTAP réactive ou aréactive. L'angiographie est rarement faite parce qu'elle est dangereuse. Donc, le diagnostic étiologique, si on est sûr qu'il n'y a pas de cardiopathie, qu'on a répété l'écho pour être sûr qu'il n'y a pas de retour veineux pulmonaire anormal, parce qu'on s'est tous fait attraper avec des retours veineux pulmonaires anormaux qui n'avaient pas été diagnostiqués, y compris par des seniors. Donc vraiment, attention à ce piège du retour veineux pulmonaire anormal, parce qu'il est très facile de dire qu'il n'y a pas de cardiopathie quand il n'y a pas de shunt, quand on ne trouve pas ni CIA, ni CIV, ni canal, mais attention de bien vous assurer que les veines pulmonaires sont bien en place. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de cardiopathie, eh bien, il faut rechercher une étiologie éventuellement curable. Donc, on va faire un scanner thoracique pour être sûr qu'il n'y a pas d'anomalie du parenchyme pulmonaire qui pourrait être traité par une oxygénothérapie, par une VNI, après, c'est dans le domaine et l'interaction avec nos collègues pneumopédiatres pour voir s'il s'agit d'une HTAP d'une HTP du groupe 3. On va faire une écho abdominale pour rechercher un shunt porte-cave. Selon la clinique, examen ORL, on demande, on pose la question, est-ce qu'il y a des épistaxis à répétition dans la famille? Ça peut être une maladie de Randu-Osler avec hypertension pulmonaire. Examen dermatologique pour les connectivites, mais chez l'enfant, ce n'est pas toujours très parlant, ou ça peut être différé parfois. On trouve des hypertensions pulmonaires et puis quelques temps plus tard, on va avoir des maladies qui vont se révéler un peu plus tardivement. Le bilan immunologique n'est pas fait à titre systématique, donc c'est selon les points d'appel. Le bilan génétique, en revanche, au départ, on disait on ne le fait que dans l'HTAP idiopathique. Maintenant, on s'aperçoit avec tous les progrès qui ont été faits ces derniers temps sur les recherches génétiques qu'il y a beaucoup de gènes qui peuvent éventuellement être associés aux cardiopathies congénitales, pas le BMPR2 mais d'autres. Donc maintenant, on a la pratique de faire une recherche génétique quasi systématique après accord bien sûr obtenu auprès des parents évidemment.
Alors, l'hypertension pulmonaire du groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire associée à une pathologie respiratoire chronique en premier lieu, avec aujourd'hui la survie des grands prématurés, eh bien, on a un gros groupe de bronchodysplasie. Alors, il y a une part d'hypoxie qui est très souvent sous-estimée, donc il faut absolument, absolument, et ça maintenant, je pense que la majorité des services de néonatologie sont sensibilisés à cela. Lorsqu'il y a une bronchodysplasie, on ne va pas sevrer de l'oxygène sans s'être assuré par une polysomno nocturne qu'il n'y avait pas de désaturation. Parce que le problème, c'est que comme ces enfants sont en réanimation et qu'ils sont scopés, eh bien, on passe très souvent à côté de brefs épisodes de désaturation. Or, ces brefs épisodes de désaturation, s'ils sont répétés, eh bien, ils ont un impact sur le degré et les scores d'hypopnée et d'apnée chez ces enfants. Il est indispensable de vérifier avant le sevrage de l'oxygène que ces enfants sont parfaitement bien saturés sur 95% du temps. En effet, ces enfants, comme je vous l'ai montré, ont des artérioles musclées à la naissance et elles ne vont se démuscler que si tous les paramètres permettent à ces artérioles pulmonaires de se déployer. Or, l'hypoxie est un des facteurs stimulants essentiels de ces artérioles et ces artérioles, tant qu'elles ont un stimulus, elles vont garder leur degré d'hypermuscularisation de la média. Donc, il est très important que ces enfants-là aient un temps de saturation parfaite pour que l'artériole puisse être au repos et se démuscler. Un muscle, plus vous l'entretenez, plus il va se muscler. Et pour se démuscler, eh bien, on sait que quand on a une jambe dans le plâtre, eh bien, en 15 jours, notre masse musculaire, elle va fondre. Donc, eh bien, au niveau des artérioles, il faut un temps d'absence de désaturation pour être sûr que ces stimuli cessent et que l'artériole puisse terminer sa maturation. Quand est-ce qu'on va faire un cathé chez ces enfants? Eh bien, on ne fera que très rarement des cathés aux enfants qui ont une hypertension pulmonaire du groupe 3, puisque, en général, ce qui se passe, c'est que ces enfants nous sont référés, on fait l'écho, on s'aperçoit qu'il persiste une hypertension pulmonaire, on demande une saturation nocturne et on s'aperçoit que la saturation, eh bien, elle n'est pas normale. Donc, on dit, vous adaptez la ventilation et quand vous aurez une saturation à plus de 95%, à plus de 95% de saturation en oxygène, plus de 95% du temps, à ce moment-là, eh bien, si l'hypertension pulmonaire persiste, là, on fera un cathé. Mais dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on atteint un bon niveau de saturation, les pressions pulmonaires vont se normaliser. Donc, en pratique, polysomno, si la polysomno est normale, à ce moment-là, les pressions pulmonaires, dans l'immense majorité des cas, elles vont se normaliser. Et si elle reste élevée alors que la polysomno est normale, là, vous allez faire un cathé pour faire le test de réactivité au NO et surtout pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres causes d'hypertension pulmonaire, car malheureusement, certains enfants qui ont des bronchodysplasies vont développer des sténoses des veines pulmonaires, comme vous le voyez ici sur ce cathétérisme, avec des sténoses très serrées. Mais on sait que ces sténoses pulmonaires très serrées, premièrement, vous n'allez pas donner de vasodilatateur, parce que si vous donnez un vasodilatateur pulmonaire alors qu'il y a des sténoses des veines pulmonaires, vous allez créer un œdème pulmonaire, vous allez aggraver la situation. Donc, il est indispensable d'avoir un cathé avant de donner un traitement vasodilatateur à ces enfants. Et on ne donnera un vasodilatateur que si le cathé a confirmé une hypertension pulmonaire, alors que les saturations étaient strictement normales. Et dans cette population de bronchodysplasie, nous, cardiopédiatres, quand on voit une sténose des veines pulmonaires, on est extrêmement pessimiste, sauf qu'on s'est aperçu que dans cette population, il y avait très probablement une part d'inflammation parce que certains enfants vont pouvoir normaliser et évoluer favorablement et on peut voir même une normalisation des veines pulmonaires à distance. Quelles sont les complications de l'hypertension pulmonaire? De quoi on meurt quand on a une hypertension pulmonaire? D'hémoptysie et surtout de défaillance ventriculaire droite, troubles du rythme sur un VD ischémique, et ces patients sont très fragiles et toute chirurgie, qu'elle soit cardiaque ou extracardiaque, est à très haut risque à l'induction anesthésique, et c'est la raison pour laquelle je disais en préambule qu'il ne fallait jamais opérer ces patients dans des centres qui n'ont pas l'habitude de la prise en charge d'hypertension pulmonaire.
Donc, avant l'ère des traitements, les patients chez lesquels on faisait un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, eh bien, aucun ne survivait à l'âge adulte. Aujourd'hui, avec les traitements, eh bien, on a des enfants qui ont été diagnostiqués très tôt et qui ont atteint l'âge adulte. Et les patients qui ont en revanche une cardiopathie congénitale qui n'ont pas été traités pour une raison lambda et qui ont évolué vers un Eisenmenger, eh bien on sait qu'on a tous, cardiopédiatres congénitalistes, des Eisenmenger adultes de 50, voire 60 ans. Et on s'est dit, vu que l'HTAP idiopathique, ils meurent tous, eh bien finalement, le fait d'avoir un shunt, ça évite cette défaillance ventriculaire droite. Certes, les patients sont bleus parce que quand on a un shunt avec une hypertension pulmonaire, le shunt s'inverse, c'est la définition de l'Eisenmenger. Les patients sont cyanosés, mais comme le ventricule droit peut se décharger par l'intermédiaire de ce shunt, eh bien, il n'y a pas cette défaillance droite qui conduit au décès. Quelles sont les recommandations aujourd'hui? Corriger les carences martiales, absolument. Il ne faut pas laisser un patient qui a de l'HTAP avec une carence martiale, hein, ça, il le tolère très très mal, parce qu'il est obligé d'augmenter le débit pour assurer la même distribution d'oxygène, donc il n'en est pas capable, donc il faut absolument traiter les carences martiales. Les sports violents sont proscrits, il faut absolument les vacciner pour les protéger des infections à tropisme pulmonaire qui peuvent être extrêmement dangereux chez eux. L'altitude à plus de 1500 mètres qui a un effet vasoconstricteur est formellement contre-indiquée chez les patients qui ont de l'HTAP. Je retire les vols accompagnés réguliers. On disait un temps que les low cost étaient moins bien pressurisés, mais c'est une fake news, comme on dit. Et la contraception chez l'adolescente, bien évidemment, ça, il faut y penser, il faut plus qu'y penser parce que la grossesse est extrêmement haut risque pour la patiente et pour le fœtus, mais surtout pour la patiente. Beaucoup meurent lorsqu'elles n'ont pas compris qu'il ne fallait absolument pas qu'elles soient enceintes. Le traitement de l'hypertension pulmonaire, eh bien, jusque dans les années 2000, on n'avait rien que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique qui, certes, ne guérit pas la maladie, mais en tout cas améliore considérablement la fonctionnalité et la survie de ces patients. Donc, les traitements symptomatiques, l'oxygène, on ne la donne en pratique jamais, sauf dans l'hypertension du groupe 3, où historiquement, il y a certains patients qui, à l'époque, étaient mis sous oxygène en pensant que ça allait les améliorer. Et eux vous disent, bah, moi, je me sens mieux sous oxygène. Donc, bien évidemment, vous n'allez pas sevrer d'oxygène, ceux qui en ont eu toute leur vie et qui sont convaincus que ça leur fait du bien. Mais en revanche, dans l'hypertension pulmonaire, il n'y a pas de désaturation, il n'y a aucune raison de les mettre sous oxygène, sauf bien sûr le groupe 3, les bronchodysplasies. Le traitement par AVK, il n'y a pas de recommandation chez l'enfant, ni dans l'Eisenmenger, et aujourd'hui, même chez l'adulte, il n'est plus donné à titre systématique que lorsqu'il y a des thrombies. La supplémentation martiale, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Les inhibiteurs calciques, c'est une classe de médicaments et vous avez vu qu'elle est rentrée dans la classification même de l'hypertension artérielle pulmonaire, car c'est une classe de médicaments qui n'est donnée que dans un tout petit nombre de patients, qui sont environ 5% dans la population pédiatrique, 10% dans la population adulte, de patients dits répondeurs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le cathé et qu'on donne le NO et l'oxygène, eh bien, on voit les pressions pulmonaires et les résistances vasculaires pulmonaires baisser. Et cette population est très probablement une population complètement à part de l'hypertension artérielle pulmonaire par atteinte intrinsèque du lit artériolaire pulmonaire, puisque certains patients restent répondeurs aux inhibiteurs calciques pendant des années, voire même certains ont normalisé leur pression pulmonaire. Les traitements spécifiques, c'est le monoxyde d'azote, mais uniquement par voie inhalée, donc c'est dans les situations aiguës. Les inhibiteurs calciques, on vient de le voir, et les trois classes dont on dispose aujourd'hui en mono, bi ou trithérapie dans l'hypertension artérielle pulmonaire, ce sont les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, les inhibiteurs des phosphodiesterase de type 5 et les prostacyclines. Donc, ces trois classes de médicaments ont été développées grâce aux découvertes de la fonction endothéliale et ce sont des cibles thérapeutiques, mais en aucun cas elles ne traitent la maladie puisque on joue sur la vasoréactivité, mais on ne joue pas sur la cause de la maladie qu'on n'a toujours pas trouvée. Donc, les traitements vasodilatateurs, les premiers qui ont été découverts, c'était les prostacyclines, qui ne sont administrables que par voie parentérale, le monoxyde d'azote par voie inhalée, et le premier médicament Péros, ça a été le bosentan, qui est un inhibiteur qui bloque les récepteurs ETA et ETB
de l'endothéline au niveau des cellules musculaires lisses. Donc ça a été une révolution parce que c'était le premier traitement Péros qui a pu être développé. Donc les prostacyclines, dans les années 80, ça agit comment? Par un second messager qui est la MP cyclique. On ne peut le donner initialement que par voie intraveineuse. Maintenant, chez l'enfant, on a aussi la voie sous-cutanée continue qui est autrement plus simple de maniement que le cathé central. L'apport du NO, c'est dans les années 92, c'est un gaz inhalé, donc seul vasodilatateur pulmonaire spécifique, mais il a un T1,5 très court, il ne peut être administré qu'en parallèle avec de l'oxygène, en inhalation continue. C'est un effet très bénéfique en aigu et dans les situations de réanimation, dans les crises hypertensives transitoires, notamment en post-opératoire. Hein, ça a révolutionné la prise en charge des cardiopathies congénitales et dans le post-opératoire immédiat des cardiopathies congénitales, le NO a eu un apport révolutionnaire. Dans l'hypertension persistante du nouveau-né aussi. Le problème, c'est qu'il y a un effet rebond et un effet de dépendance, donc il faut faire très attention dans son maniement, jamais d'arrêt brutal. Et en général, bien sûr, c'est, encore une fois, ça ne peut pas être administré en continu, on ne peut pas imaginer un enfant ou un adulte avec une bonbonne d'oxygène et une bonbonne de NO dans la rue. Les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, donc dans les années 2000, comme je vous l'ai dit, c'est le premier traitement Péros, donc ça bloque les récepteurs ETA, ETB qui sont tous deux vasoconstricteurs, mais on est méfiant en période néonatale parce que il existe des récepteurs ETB de l'endothéline sur la cellule endothéliale qui a un effet vasodilatateur en période néonatale essentiellement. Donc dans l'hypertension persistante du nouveau-né, il ne faut pas utiliser de Bosentan et si on doit en utiliser un, on va utiliser un bloqueur spécifique des récepteurs ETA. Les inhibiteurs des phosphodiestérases, donc c'est le sildenafil, ça agit, comme vous l'a montré tout à l'heure Damien Bonnet, ça bloque la dégradation du GMP cyclique et ça permet donc la persistance de ce second messager du NO qui est le GMP cyclique dans la cellule musculaire lisse et ça a été administré dans un premier temps pour sevrer du NO les patients qui étaient en réanimation et qu'on n'arrivait pas à sevrer du NO. Et le fait d'avoir utilisé le sildenafil a permis un sevrage immédiat de ces patients. Donc ça a été là aussi en réa cardiaque, ça avait été assez révolutionnaire et on a mis beaucoup de temps avant de pouvoir en bénéficier et que ça ait pu être commercialisé. Donc les traitements dans les recommandations aujourd'hui, eh bien, soit il y a une réactivité, on va utiliser les inhibiteurs calciques. Il faut absolument s'assurer par un deuxième cathétérisme que cette réactivité persiste pour pouvoir les traiter au long cours par les inhibiteurs calciques. Et là encore, comme je vous le disais, c'est une classe bien à part et c'est assez rare chez l'enfant. Lorsque le patient a une hypertension pulmonaire à bas risque, eh bien, on va faire une... Maintenant, on fait quasiment plus de monothérapie. C'est exceptionnel qu'on fasse une monothérapie. On sait que c'est une maladie suffisamment grave pour qu'elle soit traitée de façon assez agressive. Donc, on va commencer d'emblée par une bithérapie orale et on vérifie l'efficacité, bien sûr. Et si, en revanche, c'est un patient qui arrive en classe fonctionnelle 3 ou 4 d'emblée, eh bien, on va démarrer par on va faire une trithérapie d'emblée avec les prostacyclines par voie IV ou sous-cutanée selon l'état clinique de l'enfant. Et si c'est insuffisant et qu'il ne répond pas, eh bien, on va aller vers d'autres méthodes. Et chez l'enfant, nous, plutôt que la trial septostomie, on va utiliser le POTS chirurgical avant la transplantation ou selon l'état du ventricule droit et l'état hémodynamique de l'enfant, eh bien, on va mettre en balance le POTS chirurgical ou la transplantation. Qu'est-ce que le POTS chirurgical? L'idée, c'est de soulager le ventricule droit, puisqu'on a dit que le patient meurt essentiellement d'une défaillance ventriculaire droite. Et l'idée, c'est de transformer une HTAP idiopathique en équivalent d'Eisenmenger. Et on sait qu'un Eisenmenger qui a un canal artériel persistant, eh bien, il va vivre très longtemps avec certes une désaturation des membres inférieurs, mais en revanche, son ventricule droit, lui, va être préservé puisque ce qui ne va pas dans les poumons parce que les artérioles sont bouchées, eh bien, va aller dans l'aorte descendante et cette aorte descendante va bien entendu recevoir du sang très désaturé des artères pulmonaires. Donc, en post-opératoire, on va avoir une désaturation des membres inférieurs, de la partie inférieure du corps, mais au moins, on va préserver le ventricule droit. On a été très tenté pour éviter le risque chirurgical parce qu'il y a 20% de mortalité péropératoire. On s'est dit, les patients qui sont trop fragiles, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un POTS percutané parce qu'il y a une proximité entre l'aorte et l'artère, sauf que le POTS percutané, eh bien, malheureusement, ne nous donne pas des
grande satisfaction parce que c'est sur des artères à très forte pression avec une tension importante et le stent ne tient pas bien, il faut le redilater à plusieurs reprises, éventuellement il peut se casser, se tordre. Donc on pense que le POTS chirurgical avec une très large anastomose comme ceci, c'est ça qui donne le plus de chances de survie aux patients. Donc aujourd'hui, il est évident qu'on a une nettement meilleure survie qu'avant, mais cette survie, elle dépend aussi de la classe fonctionnelle du patient au moment du diagnostic et c'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour maintenir le plus possible et atteindre une classe fonctionnelle 1-2 chez ces patients en étant agressif assez rapidement. Donc la survie qu'on a nous dans notre cohorte sur une étude qu'on a publiée il y a un petit bon moment maintenant, presque 10 ans, on avait déjà il y a 10 ans 94% de survie à 3 ans, ce qui était considérable par rapport aux cohortes historiques. En revanche, la survie de ces patients, sur une étude qu'on a sortie en 2018, on a vu qu'on a 85% de survie, mais en revanche, cette survie, elle est quand même émaillée d'événements, puisque si on regarde les événements, il y a quand même 70% d'événements au cours du suivi de ces patients. Donc notre mission, nous, c'est d'être dans le vert, c'est-à-dire de n'avoir aucun signe de défaillance cardiaque, de ne plus avoir de progression des symptômes, pas de syncope, que la croissance soit convenable, qu'il soit en classe fonctionnelle 1-2, que les NT-proBNP ne soient pas élevés, que les paramètres échocardiographiques montrent une bonne fonction du ventricule droit, pas d'épanchement péricardique, et que les critères hémodynamiques montrent un débit cardiaque supérieur à 3 litres par minute et surtout voir si on a une persistance ou une absence de vasoréactivité. Les cellules endothéliales circulantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles avaient un rôle donc, pour déterminer si on était face à une HTAP fixée ou réversible, mais au cours du suivi des traitements, elle est aussi très importante parce qu'on s'aperçoit que quand le patient est traité efficacement, eh bien, le taux de cellules endothéliales circulantes baisse. Et en revanche, le taux de progéniteurs endothéliaux, lui, augmente chez les patients qui sont traités efficacement. Et on a essayé de comprendre quel était l'impact de ces progéniteurs endothéliaux et on a regardé en injectant à un rat à qui on avait lié l'artère fémorale, eh bien, quand on lie l'artère fémorale, bien entendu, on a une ischémie de la patte arrière. Si on met du sang de cordon, on restaure un petit peu de vascularisation parce qu'on sait que c'est très riche en progéniteurs. Si on met du sérum de patients traités par bithérapie, on restaure à peu près comme du sang de cordon. Mais si on met du sérum de patients traités par trithérapie avec du tréprostinil, eh bien, on voit que la reperméabilisation du membre inférieur est nettement meilleure. Donc, on peut penser que ces progéniteurs endothéliaux ont des vertus de reformation des vaisseaux. Donc, c'est une maladie très grave, vous l'avez compris, dont on n'a aucun traitement curateur aujourd'hui, mais les voies thérapeutiques sont en train d'être développées. Certes, la fonction endothéliale et la vasoréactivité, mais pas que. Et il faut absolument bien continuer à disséquer la mécanistique de cette HTAP pour pouvoir trouver la cause initiale, et là on saura la traiter. Donc aujourd'hui, il y a des voies de recherche en génétique dans les paramètres inflammatoires, les progéniteurs, métaboliques. Les gènes, on a dit qu'il y avait beaucoup de gènes qui ont été identifiés. On sait que quand les patients ont une mutation génétique, ils sont souvent plus graves que ceux qui n'en ont pas, mais on sait aussi que ceux qui n'en ont pas ont probablement des mutations qui n'ont pas encore été identifiées. Donc, prudence sur... alors, on sait en revanche que certaines mutations sont très délétères. Hein. Un patient qui a une mutation ALK1, malheureusement, on sait qu'il évolue très rapidement défavorablement. De même, ceux qui ont une maladie véno-occlusive, on les transplante beaucoup plus que les autres. Alors la génétique et les cibles thérapeutiques de demain, on sait aujourd'hui qu'on peut augmenter le signal BMPR2, on peut inhiber le BMP9 qui est un intermédiaire, on peut activer et déterminer après, avec certains marqueurs, agir sur le TGF-bêta. Il y a aujourd'hui énormément de recherches pour essayer d'agir sur les différents
paramètres et les différents intermédiaires qui aboutissent à la modification génétique cellulaire. Le rôle de l'inflammation, on sait que l'inflammation joue un rôle très important dans l'HTAP, ça avait été décrit dans les livres historiques de Lee Edwards dès 58, hein, qui décrivaient des cellules inflammatoires, on les trouve partout dans nos biopsies pulmonaires. Et on sait que voilà, de longue date, les facteurs d'inflammation jouent, et on sait qu'en bloquant certaines lignes inflammatoires, on peut peut-être avoir un effet. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de résultats révolutionnaires. Alors, il y a aussi beaucoup de recherches menées sur les exomes, essayer sur ces microparticules, essayer de faire infiltrer des microparticules, les T-cells, TK cells, je veux dire, vous en avez entendu parler, hein, toutes ces thérapies ciblées dont on parle aujourd'hui en cancéro, et Marc Imbert a coutume de dire que l'hypertension pulmonaire, c'est comme un cancer in situ du poumon, et c'est très vrai parce que les marqueurs d'apoptose, les marqueurs inflammatoires, enfin, il y a énormément de similitudes, et il est certain que lorsqu'on saura faire une thérapie ciblée, peut-être qu'on va pouvoir prendre des cellules vasculaires, les mettre en culture avec des lymphocytes un peu spécifiques qui vont apprendre à détruire ces cellules malades au niveau du vaisseau. On peut imaginer dans un avenir assez proche des mécanistiques thérapeutiques qui vont probablement révolutionner la prise en charge de ces HTAP, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on traite de façon agressive ces enfants en espérant non pas les transplanter, mais plutôt espérer les faire tenir jusqu'à ce qu'on trouve enfin le traitement curateur de l'hypertension pulmonaire. Je suis une très grande optimiste et je suis sûre qu'on va finir par les trouver, et tous ces domaines de recherche fascinants par les exomes, par les cellules T spécifiquement dirigées pour tuer telle cellule et pas telle autre vont révolutionner la prise en charge de cette hypertension pulmonaire et permettre de réverser la cellule de gauche vers l'hémicellule de droite grâce justement à cet équilibre qu'on va restaurer tant sur les phénomènes inflammatoires que sur les phénomènes apoptotiques qui vont permettre à une artère malade considérée aujourd'hui comme HTAP irréversible revenir vers l'état de réversibilité. Et quand on saura faire ça, on saura traiter l'hypertension, le cancer in situ, mais pas que le cancer in situ de l'HTAP, les cancers en général. Donc voilà, nous, notre mission et votre mission, vous les jeunes, c'est de réverser ce process, de réussir à transformer ces lésions dramatiques qu'aujourd'hui on ne sait pas traiter et qui aboutissent à un appauvrissement complet du lit vasculaire pulmonaire, et essayer de recréer, de reformer des vaisseaux sains à partir de cellules qu'on saura identifier demain, je l'espère. Et entre la génétique, la thérapie génique, les processus inflammatoires, les progéniteurs, les exomes et les cellules killers spécifiques, eh bien, j'espère qu'on saura enfin traiter cette dramatique maladie. Donc la note d'espoir, eh bien, c'est que lorsqu'on comprendra mieux les mécanismes, eh bien, les développements thérapeutiques seront bien mieux adaptés. On ne fera pas que prolonger la survie et transplanter ces patients parce que on a beau dire, mais la transplantation, c'est vraiment pas le traitement qu'on espère pour nos enfants, parce que c'est quand même, bien sûr que ça traite l'hypertension pulmonaire, bien sûr qu'on leur donne des poumons neufs, mais premièrement, les greffons sont rares, et deuxièmement, la qualité de vie d'un greffé pulmonaire n'est pas une qualité de vie très enviable. Donc, malheureusement, on n'a pas d'autre option aujourd'hui, mais plus tôt on les traite, en tout cas, ça c'est certain, plus tôt on les traite, plus on est agressif, plus on les met en classe fonctionnelle 1-2 rapidement, et plus on arrive à les maintenir longtemps. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire bithérapie d'emblée, bien sûr, ne pas trop tarder à la trithérapie. On est très souvent confronté à une espèce d'émotivité en se disant on va lui donner un traitement par du tréprostinil en sous-cutané continu, c'est très contraignant, c'est horrible, on va lui gâcher sa vie d'enfant, mais il vaut mieux lui gâcher sa vie d'enfant avec une petite pompe comme une pompe à insuline plutôt que se retrouver en classe fonctionnelle 4 et à ne plus pouvoir rien proposer. Donc être assez agressif dans les traitements plus tôt. Quand ils se détériorent sous trithérapie,
Ne pas attendre que le VD se détériore parce que là, on ne peut plus faire de POTS dans de bonnes conditions, alors que quand le VD commence à montrer des petits signes de souffrance, que l'enfant va moins bien et que vous avez encore un VD qui est bien tonique, là, le POTS est beaucoup moins dangereux et le POTS chirurgical, sincèrement, donne des bons résultats. On a beaucoup de patients qui sont très longtemps équilibrés avec le POTS chirurgical, qui ne coupe pas les ponts à la transplantation, qui sera l'étape d'après si, malgré le POTS, l'enfant continue à se détériorer. Mais avec toutes ces étapes, ça nous permet de lui faire atteindre en général un gabarit d'adulte, et là, les greffons sont beaucoup plus faciles à obtenir. Donc, notre mission, nous, ce n'est pas d'avoir un objectif de transplantation chez un nouveau-né. Donc, si un nouveau-né a une hypertension artérielle pulmonaire très sévère, on sait que c'est une maladie très grave, sans traitement, et il ne faut pas poursuivre la réanimation chez un nouveau-né. Si on découvre une HTAP chez un enfant, eh bien, on va commencer par notre cinétique thérapeutique que je viens de vous évoquer, en espérant leur faire atteindre l'âge adulte pour pouvoir bénéficier de transplantation, bénéficier entre guillemets, ou mieux, bénéficier des traitements qui vont être développés dans les prochaines années et qui, je l'espère, seront à la fois moins contraignants et plus efficaces. Pour le groupe 3, vous avez compris que c'était un groupe vraiment qui augmente en nombre considérablement. Il y a de plus en plus de grands prématurés. Nos néonatologistes sont bien meilleurs, les font vivre. Ils sont très contents de les faire vivre, mais parfois ils les font vraiment survivre parce que il est des cas où la qualité de vie n'est pas terrible chez ces enfants du fait du retentissement pulmonaire extrêmement sévère. Mais je pense sincèrement que c'est lié, ceux qui ont des formes très sévères qu'on découvre avec une hypertension tardive sont ceux qui n'ont pas été bien managés en période néonatale. Parce que sur les dernières années, quand on est vraiment là maintenant, qu'on est extrêmement vigilant, on a vraiment l'impression que lorsque tout est bien fait, oxymétrie avant la sortie, échographie cardiaque avant la sortie, pas d'HTAP, avec une oxymétrie normale, tout va bien. S'il y a une hypertension pulmonaire, dans l'immense majorité des cas, c'est parce que l'oxymétrie n'est pas parfaite. Et si l'oxymétrie est parfaite, on va attendre, on va laisser l'oxygène jusqu'à ce que l'oxymétrie soit parfaite, et dans l'immense majorité des cas, mais parfois ça prend des mois, voire des années. Voire des années. Il y a des enfants qui sont encore à 4 ans sous oxygène la nuit ou lors de la sieste. Et ces enfants normalisent leur pression et dès qu'on essaye de les sevrer de l'oxygène, dès qu'ils vont faire le moindre épisode viral, ils vont réaugmenter leur pression pulmonaire. Tant qu'ils n'ont pas une saturation strictement normale, eh bien, on ne peut pas exiger, on ne peut pas s'attendre à ce que les pressions pulmonaires soient strictement normales. Donc, tout enfant qui a eu une bronchodysplasie et qui a des pressions normales, dans 95% des cas, l'optimisation de la ventilation va suffire. Et si, j'aime bien le 95%, vous verrez qu'il revient souvent, et donc si à l'oxymétrie, 95% de saturation, plus de 95% du temps, à ce moment-là, si à votre écho, malgré cette oxymétrie parfaite, les pressions sont élevées, là, vous allez faire le cathé et éventuellement donner un traitement. Mais dans l'immense majorité des cas, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, j'espère que ces messages sont passés. Je suis tout oui pour vos éventuelles questions. J'imagine qu'il y en a. Il y a des choses qui sont... C'est un cours très dense et compliqué. Donc, je vous écoute. Alors, attendez, j'essaie de voir où sont les questions. Alors, oula, il y en a. En cas d'HTAP post-capillaire, le NO ne fonctionne pas. Non, si vous avez une HTAP post-capillaire, il ne faut pas mettre de NO. Parce que si vous avez une HTAP post-capillaire, ça sous-entend que vous avez déjà vos capillaires qui n'arrivent pas à s'évacuer dans l'oreillette gauche. Donc, si vous vasodilatez, alors que c'est bouché au bout, il ne faut pas donner de vasodilatateur pulmonaire. Le traitement n'est pas celui-là. Mais en revanche, celui qui a une HTAP post-capillaire, par exemple, il a un rétrécissement mitral, vous l'opérez. Comme il a eu de l'HTAP post-capillaire, il a des artérioles qui sont musclées, celui-là, vous allez lui donner éventuellement du NO en post-opératoire. Parce qu'en post-opératoire, il fait des crises d'HTAP à cause de ces artérioles réactives.
Comment on dépiste une HTP chez un nouveau-né avec une architecture cardiaque normale? Ah, eh bien, pareil, c'est par l'échographie. À l'écho, vous allez mesurer l'IT et l'IP et votre courbure septale. Doit-on dépister chaque nouveau-né ayant développé une pneumopathie? S'il a une pneumopathie, non, on ne va pas faire une écho à tout enfant. En revanche, vous allez faire une écho à tout enfant qui a une cyanose réfractaire, qui a un nouveau-né qui a une pneumopathie. Ça sous-entend quoi? J'aimerais bien que vous précisiez, parce que si c'est une inhalation méconiale, il va avoir de l'hypertension. Bien souvent, ils ont de l'hypertension du nouveau-né. Ils vont retarder leur baisse des résistances, ces enfants. Mais on revient dessus après. Comment l'induction est dangereuse pour les patientes atteintes d'HTAP du groupe 3? Alors là, je ne comprends pas. L'induction, de toutes les façons, l'induction d'anesthésie est dangereuse chez tous les patients qui ont une hypertension pulmonaire. Hypertension du groupe 3, ça veut dire que c'est une pathologie respiratoire chronique, c'est de l'HTP du groupe 3. Et les adultes qui ont de l'hypertension pulmonaire du groupe 3, en général, c'est souvent des fibroses pulmonaires ou des bronchopathies chroniques ou de la mucoviscidose. Enfin, donc, Joé, vous me repréciserez. On peut voir le diagnostic à l'écho d'une HTAP. Ah, vous n'avez pas vu ça? Bon, alors je vais voir si je peux vous montrer quelques exemples d'écho, si on a le temps. Je ne suis pas sûre, hein, on a peut-être 10 minutes encore. Je vais essayer de vous trouver ça. HTAP iso, infra, supra. Alors ça, c'est beaucoup sur la courbure septale. Une courbure septale inversée, ça veut dire que l'HTAP est suprasystémique. Une courbure septale plate, c'est complètement plate, c'est isosystémique en général. Et une courbure septale qui n'est pas un VG, qui n'est pas complètement ronde, c'est que les pressions à droite sont plus élevées que la normale, mais infrasystémique. Mais c'est surtout il faut absolument que vous vous efforciez d'avoir une fuite tricuspide et une fuite pulmonaire pour mesurer vos pressions. Après, si vous avez une CIV ou un shunt, une CIV, vous allez aussi mesurer les pressions sur la CIV. Le rythme de prise en charge de ces malades avant d'arriver à la transplantation. Ces patients, quand ils sont bien équilibrés, on les voit tous les 6 mois. Quand ils sont mal équilibrés, vous les voyez régulièrement jusqu'à ce que vous adaptiez le traitement au point de les équilibrer, donc une fois par mois au tout début, pour vous assurer que votre traitement est efficace. Ah non, alors les dysplasies bronchopulmonaires, il faut absolument des écho-cœurs. D'abord, vous faites l'écho-cœur au départ, vous avez une pression pulmonaire élevée. Avant la sortie de l'hôpital, il faut qu'ils aient une écho-cœur pour être sûr qu'ils ont une pression normale déjà. Et s'ils ont une pression élevée, vous allez vous adapter à la saturation. Après, il ne faut pas répéter l'écho en permanence. Une fois que vous avez vu qu'il y a une pression pulmonaire élevée et que la saturation n'est pas normale, vous allez voir avec les pneumopédiatres, vous dites, vous adaptez la saturation, vous adaptez la ventilation. Ils sont sous VNI, enfin ça c'est le job du pneumopédiatre, il va adapter la ventilation pour que l'objectif des 95% soit atteint. Et vous n'allez revoir l'enfant que quand vous êtes sûr que l'objectif des 95% est atteint. Après, c'est le pneumopédiatre qui va faire son ajustement de saturation. Tant que l'enfant va bien et qu'il n'a pas de décompensation, vous n'avez pas besoin de lui répéter les échos. En général, moi je dis, je reverrai l'enfant que lorsque la saturation sera normale, avant toute modification de l'oxygène. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le pneumopédiatre dise « Ok, la saturation elle est à 95%, donc je n'ai pas besoin de recontrôler l'écho, je vais baisser l'oxygène ». Donc moi je dis, ou je vais sevrer de l'oxygène. Il ne faut jamais sevrer de l'oxygène sans un contrôle écho. C'est-à-dire que dès que le pneumopédiatre estime que la fonction respiratoire est parfaitement équilibrée et qu'il peut commencer à baisser l'oxygène, à ce moment-là, je dis, en cours de sevrage, il faut contrôler l'écho. Parce que parfois, le simple fait de baisser l'oxygène, vous voyez les pressions remonter, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il est encore trop tôt pour le sevrer de l'oxygène, et on va se donner encore un peu de temps. Vous pouvez répéter. Le POTS, bon, je pense que vous avez eu la réponse puisque je l'ai montré après. Non, moi, je ne calcule pas les résistances vasculaires pulmonaires. On peut le faire, mais je ne le fais pas dans la pratique. Dans la pratique, je regarde surtout une fois que l'enfant est traité, il a eu son cathé
pour évaluer les résistances. On le traite, on vérifie les paramètres écho, on les surveille cliniquement, test de marche, BNP, CEC et échographie. Et on répète le KT une fois au bout d'un moment ou en cas de décompensation, mais on ne fait pas les mesures de résistance à l'écho. Ça peut se faire, hein, on peut le faire, mais ça ne nous donne pas d'apport, ça ne nous apporte pas grand-chose. Comment les vasodilatateurs vont induire comment les vasodilatateurs induisent un OAP en cas de sténose des veines pulmonaires? Si, pour revoir le schéma que je vous ai fait du poumon, il y a l'entrée et la sortie. Si la sortie est bloquée et que vous donnez des vasodilatateurs, il va y avoir plus de sang qui va vouloir sortir. Or, il ne peut pas sortir. Donc, vous avez un tuyau d'arrosage. Le tuyau, il y a un bouchon au bout. Si vous augmentez votre robinet, vous allez faire exploser le tuyau. Et ça donne un œdème. C'est ça l'image. D'accord, donc ça, je viens de répondre à la dernière question, les coqueurs systématiques. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe Je pense que c'est l'heure d'aller déjeuner pour vous, vous devez être maintenant un peu fatigué. S'il y en a qui veulent poser une question comme ça, hein, même oralement, allez-y. Hein. S'il n'y a plus de questions, eh bien... Ah oui, exemple les coqueurs. Alors attendez, je vais essayer de en trouver une là. Est-ce que j'ai pu... Je vais essayer de partager. Vous savez quoi, je vais vous faire perdre du temps là. Je vais rajouter à mon cours des exemples d'éco-cœurs. Il y a des questions qui sont en train de pleuvoir là. Le NO, on le donne comment? Ça se donne qu'en réa, hein, le NO, hein, où il faut vraiment avoir l'habitude. Ça se donne avec de l'oxygène à entre 10 et 20 ppm. Enfin, c'est quelque chose, on peut pas le donner comme ça en essai, en écho ou pas. C'est uniquement en réa parce qu'il y a des effets rebonds et c'est un gaz. C'est une bonbonne comme une bouteille d'oxygène. Hein, c'est une bouteille de NO et qui doit être donnée de façon concomitante parce qu'il y a énormément de toxicité lésionnelle. Il peut y avoir des œdèmes lésionnels très sévères. Donc, ça se donne qu'en réa. Oui, en réa néonate, ça se donne en réa néonate. Donc, tous les néonatologistes ont l'habitude d'utiliser le NO. Hein. Bosantan pour HTAP du nouveau-né, non, justement, je vous ai dit tout à l'heure, jamais de Bosantan pour l'HTAP du nouveau-né parce que l'HTAP du nouveau-né, c'est un retard de baisse des résistances et dans la baisse des résistances vasculaires pulmonaires, les récepteurs ETB endothéliaux de l'endothéline jouent un rôle vasodilatateur. Donc, il ne faut surtout pas les bloquer. Donc, en général, avec l'oxygène et le NO, ça suffit. On va éventuellement donner du sildenafil si besoin. Et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on donnera un ETA spécifique, puisqu'il y en a qui ont été développés. Et le Bosantan, on ne le réservera que si vraiment on est sûr que c'est une HTAP idiopathique, auquel cas la fonction endothéliale est délétère, elle est dysfonctionnante, et on n'aura pas, on peut se permettre d'en donner, mais sinon on évite. Alors, la question revient, pourquoi l'induction est dangereuse pour les patients atteints d'HTAP? Parce que ce sont des patients qui peuvent mourir à l'induction d'anesthésie, hein, parce qu'ils vont faire une vasoréactivité intense sous l'effet de certaines drogues que vous pensez être vasoplégiantes et qui, chez eux, vont pouvoir être au contraire vasoconstrictrices. Ça, c'est du domaine des anesthésistes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais endormir un patient sans que ce soit un anesthésiste qui connaisse bien la pathologie de l'hypertension pulmonaire. Et donc, je vais voir ensuite avec Damien Bonnet pour rajouter dans ce cours quelques images ou des images plans, mais en général, c'est vraiment sur la vélocité de la fuite tricuspide, sur la vélocité de la fuite pulmonaire et sur l'éventuelle vélocité du canal ou de la CIV. Hein. Ça, c'est les bases de l'échographie.
Les corticoïdes n'ont pas leur place. Non, on donne pas. Ou si ça a sa place dans les pathologies respiratoires, absolument. On fait même des bolus de corticoïdes dans les pathologies respiratoires chroniques, dans les bronchodysplasies et dans les causes non comprises de pathologies respiratoires chroniques. En revanche, dans l'HTAP, non, il y a des drogues inhalées, hein, des vasodilatateurs inhalés comme l'iloprost, mais on ne donne pas de corticoïdes inhalés. La DHEA et certains corticoïdes ont été essayés, mais ça n'a pas donné d'effet positif en tout cas. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Je sais que c'était un cours très dense et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous ai donné en dernière diapo, il y a mon adresse mail et je donne le cours à Damien Bonnet et à la secrétaire et je vais rajouter quelques photos de mesures d'IT et d'IP pour que vous compreniez comment on mesure l'HTAP. Très bien, bon courage pour la suite. Au revoir à tous.